Edward Coxer naît en 1633 dans une Angleterre qui sent le goudron et la laine mouillée, le goudron des coques qu'on calfate au bord des rivières, la laine des manteaux lourds qui boivent la pluie, et partout cette odeur de fumée de charbon qui colle aux villes comme une seconde peau. On est au milieu du XVIIe siècle, un siècle qui ne tient pas en place. Les rois tombent, les parlements grondent, les prêches se durcissent, et la mer, elle, continue de faire ce qu'elle a toujours fait. Elle avale des hommes et elle en recrache d'autres, changés, tannés, parfois enrichis, souvent brisés. Coxer grandit dans un monde où l'horizon n'est pas une ligne poétique, mais une promesse de travail. Dans les ports, on ne parle pas d'aventure, on parle de fret, de marée, de salaire, de ration. On parle de la longueur d'un câble, de la solidité d'un nœud, de la qualité d'une voile. On parle de la discipline, surtout. Parce qu'un navire, c'est une petite monarchie flottante, avec ses lois, ses punitions, ses humeurs. Et un garçon qui veut y survivre apprend vite à se taire, à regarder, à obéir ou à ruser. Le jeune Edward n'est pas né capitaine. Il n'est pas né héros. Il est né dans la masse des anonymes, ceux dont les noms ne passent pas les registres, ceux qui n'existent que dans les listes de paix et les souvenirs des autres. Et pourtant, lui, il écrira. Il laissera un manuscrit, une autobiographie, un récit par en bas, comme une voix qui remonte du pont inférieur, de l'entrepont, de la cambuse, de ces endroits où l'on vit serré, où l'on dort sur des planches, où l'on mange vite avant que la gamelle ne refroidisse. Dans son enfance, la mer est déjà là, même si on ne la voit pas. Elle est dans les cordages qu'on tresse, dans les barriques qu'on roule, dans les jurons des hommes qui reviennent à terre avec les mains fendillées par le sel. Elle est dans les histoires qu'on raconte le soir quand la bière est tiède et que les lampes fument. Un tel a perdu 2 doigts en manœuvrant une écoute, un autre a été pressé de force par une patrouille, un autre encore a disparu au large, tombé, comme on dit, un mot simple pour une fin sans témoin. L'Angleterre de Coxer est une puissance maritime en train de se faire, et ça se sent jusque dans les ruelles. Les navires ne sont pas seulement des moyens de transport, ce sont des machines économiques. Ils portent du charbon, du sel, du poisson, du vin, du bois, du tissu. Ils portent aussi des lettres de change, des contrats, des dettes. Ils portent la guerre, parfois, même quand ils prétendent faire du commerce. Et dans ce monde-là, un adolescent comprend vite que la mer peut être un ascenseur social, mais un ascenseur sans câble de sécurité. On embarque souvent jeune, très jeune, parce que les bras manquent, parce que les familles sont nombreuses, parce que la terre ne nourrit pas tout le monde, parce que la ville attire et repousse à la fois. Le premier embarquement, c'est rarement une scène romantique. C'est un pactage maigre, une chemise de rechange, peut-être un couteau, un bonnet, et cette sensation physique de quitter le sol ferme. Le quai s'éloigne, les voies deviennent des points, et le navire, lui, devient un monde clos. À bord, tout est hiérarchie. Le capitaine commande, le maître d'équipage fait exécuter, les matelots obéissent, les mousses courent, on apprend les ordres criés dans le vent, les gestes qui doivent être rapides et exacts. On apprend à reconnaître le moment où une rafale va frapper, à sentir la tension d'un cordage, à comprendre que la moindre erreur peut arracher un homme du pont comme on arrache une écharde. La discipline n'est pas une idée abstraite. Elle a une forme, elle a un son. Le claquement d'un bout sur le bois, le sifflet, la voix qui insulte, et parfois la corde, le fouet, la punition publique parce qu'il faut que les autres voient. Un navire ne peut pas se permettre le luxe de la désobéissance. Au large, la désobéissance tue tout le monde. Coxer, dans ses pages, se présente souvent comme quelqu'un qui veut bien faire, un marin honnête, un homme de travail, un homme qui tient à sa réputation. Ce n'est pas un détail. Au XVIIe siècle, la réputation est une monnaie. Elle décide si on vous embauche, si on vous fait crédit, si on vous croit quand vous jurez que vous paierez au retour. Elle décide aussi si, dans une taverne, on vous laisse tranquille ou si on vous cherche querelle. Mais la mer, elle, ne récompense pas toujours l'honnêteté. Elle récompense la chance, la force, l'audace. Elle récompense parfois la brutalité. Et c'est là que se forme très tôt cette fissure intime, vouloir être droit et sentir en même temps l'attrait des raccourcis. Parce que sur un quai, on voit passer des hommes qui reviennent avec des pièces dans la poche, des vêtements neufs, des bottes qui ne prennent pas l'eau. On entend des rumeurs, une prise faite sur un navire ennemi, une cargaison récupérée, un coup de main. Les mots changent selon celui qui parle. Commerce, guerre, représailles, piraterie. La frontière est une ligne de craie sur un pont mouillé. Le premier apprentissage, c'est aussi celui du corps. Le corps du marin est un outil et il s'use vite. Les mains gonflent, les ongles se cassent, le sel brûle les plaies. Le froid pénètre les vêtements. La chaleur, quand elle arrive, n'est pas une chaleur de vacances. C'est une chaleur qui fait tourner l'eau des barriques,
qui fait pourrir les vivres, qui attire les mouches et les maladies. On vit avec la peur du scorbut, de la fièvre, des infections. Une écharde mal retirée peut devenir une condamnation. On mange ce qu'on peut. Du biscuit dur, parfois plein de charançon. Du bœuf salé et si salé qu'il faut le faire tremper. Des pois secs. De la bière ou de l'eau selon les réserves. Et l'eau souvent a un goût de bois et de vase. La nourriture n'est pas un plaisir, c'est du carburant. Et quand le carburant manque, l'humeur change. Les hommes deviennent nerveux. Les disputes éclatent pour une place, pour une ration, pour un regard. Le navire est aussi un théâtre de sons. Le grincement du bois, le claquement des voiles, le choc des vagues contre l'étrave. La nuit, le vent siffle dans le gréement comme dans une forêt de cordes, et au milieu de tout ça, la voix humaine, les ordres, les chants de travail, les prières murmurées, les jurons. La foi est partout, même chez ceux qui blasphèment. Parce que quand on ne voit que de l'eau autour de soi, on cherche un sens, ou au moins une protection. Coxer apprend les routes, les estuaires, les bancs de sable, les courants. Il apprend que la mer n'est pas un espace vide, c'est une carte de danger. Les tempêtes ne sont pas des événements rares, ce sont des rendez-vous, et chaque rendez-vous peut être le dernier. On réduit la toile, on serre les voiles, on pompe, on écope, on prie, on jette parfois des marchandises par-dessus bord pour alléger. On entend le bois craquer comme si le navire gémissait. On voit des hommes vomir, d'autres rire nerveusement, d'autres se figer, blancs comme la cire. Et puis il y a les ports. Les ports, c'est l'autre école. À terre, on croit respirer, mais on respire autre chose. La promiscuité, la tentation, la violence. Les tavernes sont des lieux de recrutement autant que de perdition. On y trouve des capitaines qui cherchent des bras, des agents qui avancent un peu d'argent contre une signature, des escrocs qui savent repérer un marin payé la veille. On y trouve aussi des femmes qui vendent de la compagnie, des hommes qui vendent des couteaux, des hommes qui vendent des informations. Le jeune Coxer voit comment l'argent disparaît vite. La paie d'un voyage, c'est une somme qui peut sembler énorme à quelqu'un qui a vécu de peu. Mais elles font en quelques nuits un verre puis deux, un repas, un pari, une dette. Et le lendemain, on se réveille avec la gueule sèche et la poche légère. Alors on rembarque, pas toujours par amour de la mer, par nécessité. Dans l'Angleterre de ces années-là, la mer est aussi un espace politique. Les tensions avec les Provinces-Unies, la rivalité commerciale, les guerres anglo-néerlandaises qui s'annoncent et reviennent comme des vagues, tout cela pèse sur les routes. Un navire marchand peut se retrouver pris dans une logique de guerre sans avoir tiré un seul coup de canon. Les convois se forment, les assurances augmentent. Les armateurs exigent des hommes qu'ils soient à la fois marins et combattants. Et le marin, lui, n'a pas toujours le choix. Il signe un contrat, parfois sans le lire, parfois sans savoir lire. Il accepte des conditions parce qu'il faut manger. Il accepte une discipline parce qu'il faut rester à bord. Il accepte de traverser des zones dangereuses parce que c'est là que se trouve le profit. Et le profit, au XVIIe siècle, attire la violence comme le sang attire les requins. Coxer, dans ses débuts, se forge une identité qu'il voudra garder, celle d'un homme qui travaille, qui endure, qui ne cherche pas les ennuis. Il observe les anciens. Ceux qui ont des cicatrices, ceux qui boitent, ceux qui ont un œil voilé. Ils parlent peu ou ils parlent trop. Ils savent comment se placer sur le pont pour ne pas être écrasés par une vergue qui tombe. Ils savent comment négocier avec un maître d'équipage pour obtenir une ration supplémentaire. Ils savent aussi comment disparaître quand la bagarre commence. Parce que la bagarre commence souvent. Un navire, c'est une cocotte minute. Des hommes de régions différentes, de langues différentes parfois, enfermés ensemble, soumis à la fatigue, à la peur, à l'autorité. Les insultes fusent, les coups partent. Et la justice à bord est rapide. On ne peut pas se permettre un procès. On punit, on tranche, on met au fer. On débarque un homme au prochain port s'il a de la chance. Le jeune Edward apprend aussi la valeur du silence. À bord, parler peut vous perdre. Répéter une rumeur, c'est déclencher une mutinerie. Critiquer un officier, c'est risquer le fouet. Mais se taire, c'est aussi accumuler. Accumuler des images, des scènes, des détails. Et ces détails, plus tard, deviendront de l'encre. Il y a quelque chose de très particulier dans le fait qu'un marin du XVIIe siècle écrive sa vie. La plupart ne le font pas. Ils n'en ont pas le temps, pas l'éducation, pas l'idée même que leur existence mérite d'être fixée. Coxer, lui, le fera. Et cela commence ici, dans cette première période. L'apprentissage d'un monde où tout est compté, les nœuds, les heures de quart, les rations, les coûts, les dettes, les promesses. La mer pour lui est une ligne d'horizon qui promet la liberté. On quitte la terre, on quitte les contraintes du village, les regards, les sermons, les obligations familiales. On se dit qu'au large, on est son propre homme. Et puis on découvre l'autre face, les cordages qui vous coupent les mains,
les chaînes symboliques du contrat, la contrainte absolue, du vent et de la discipline. La liberté est là, oui, mais elle est toujours au bout d'une corde. Dans les premières navigations, il y a aussi l'apprentissage du danger humain, pas seulement la tempête, pas seulement la maladie, l'homme, les autres navires, les rencontres au large. Un pavillon à l'horizon et tout change. On scrute, on devine. Amis, ennemis, pirates, corsaires, marchands armés? On prépare les armes si on en a. On cache ce qui peut être caché. On se tient prêt à courir, à manœuvrer, à fuir. Le XVIIe siècle est un siècle où la mer est pleine de prédateurs. Certains ont des lettres de marque, des papiers qui transforment le vol en acte de guerre. D'autres n'ont rien, sinon des canons et l'audace. Et pour un marin ordinaire, la différence est parfois théorique. Quand on vous aborde, quand on vous dépouille, quand on vous bat, quand on vous enferme, le papier du capitaine adverse ne change pas la douleur. Coxer, au début, n'est pas encore dans la grande violence de la captivité qui marquera sa vie, mais il en entend parler. Dans les ports, les récits circulent, des hommes pris en Méditerranée, emmenés à Alger, à Tunis, à Salé, des hommes vendus, rançonnés, forcés de ramer, forcés de travailler, des hommes qui reviennent des années plus tard, méconnaissables, parlant avec un accent étrange, portant sur eux une peur qui ne part plus. Ces histoires ne sont pas des légendes. Elles font partie du paysage mental des marins anglais. La Méditerranée, c'est le commerce, oui. C'est aussi la zone où les corsaires barbaresques opèrent, où les États chrétiens et musulmans se livrent une guerre de prise et de rançon qui ressemble à une économie parallèle. Et même dans l'Atlantique, la guerre et la piraterie rôdent. On vit avec cette idée. Un voyage peut se terminer dans un port étranger ou dans une cale enchaînée. Alors on s'endurcit, on apprend à dormir n'importe où, on apprend à manger vite, on apprend à ne pas s'attacher, parce que s'attacher c'est souffrir quand un homme disparaît. Et les hommes disparaissent tout le temps. Un faux pas, une vague, un cordage qui casse, une bagarre, une fièvre. On les jette à la mer avec une prière rapide, parfois même sans prière si le temps presse. La mer prend, le navire continue. Dans cette première période, Coxer se construit aussi une morale de marin, une morale pratique. Ne pas voler ses camarades, parce que demain vous aurez besoin d'eux. Ne pas provoquer inutilement parce que l'espace est trop petit pour des ennemis. Respecter certaines règles non écrites, partager le travail, tenir son quart, ne pas abandonner un homme à la manœuvre. Et en même temps, il voit ceux qui trichent, ceux qui profitent, ceux qui montent en grade en flattant, en dénonçant, en frappant plus fort que les autres. La mer est une école de cynisme autant que de courage. Elle vous apprend que la justice est souvent du côté de celui qui tient le fouet. Elle vous apprend que la faim rend tout le monde égal, mais que l'argent recrée immédiatement les différences. Elle vous apprend que la prière peut coexister avec le pillage, que la Bible peut être citée par un homme qui, le lendemain, fera fouetter un mousse. Coxer, lui, veut rester présentable. C'est un mot qui n'est pas forcément écrit ainsi, mais on le sent dans la manière dont il se raconte. Il veut être celui qui subit, plus qu'il ne choisit, celui qui est entraîné par les circonstances, celui qui garde au fond une intention droite. Et pourtant, dès ses débuts, la mer lui montre une vérité simple. Survivre, c'est choisir, même quand on prétend ne pas choisir. Le premier départ en mer, c'est aussi le premier contact avec la peur pure, pas la peur abstraite. La peur qui serre le ventre quand on monte dans la mâture et que le pont devient un rectangle minuscule en bas. La peur quand la nuit tombe et que la côte disparaît. La peur quand on entend un craquement suspect dans la coque. La peur quand un officier vous fixe et que vous ne savez pas si vous allez être puni pour une faute que vous n'avez pas comprise. Et puis, il y a des moments de beauté, malgré tout, des matins où la mer est plate comme du métal poli, des couchers de soleil qui incendient les voiles, des dauphins qui suivent l'étrave, des instants où l'on se dit « je suis loin de tout, et pourtant je suis exactement là où je dois être ». Ces moments-là comptent, parce qu'ils expliquent pourquoi on remonte à bord après avoir juré qu'on n'y remettra jamais les pieds. Dans les ports anglais, la vie maritime est un tissu serré de métiers. Les charpentiers de marine, les calfats, les voiliers, les tonneliers, les femmes qui lavent le linge des marins, qui vendent du poisson, qui tiennent des auberges, les enfants qui courent avec des messages, les prêteurs qui avancent de l'argent contre une part de la paye, tout un monde qui vit au rythme des départs et des retours. Et au-dessus de ce monde, il y a les armateurs, les marchands, ceux qui ne montent pas sur le pont mais qui décident des routes. Eux parlent de risque comme d'un chiffre. Ils parlent de perte comme d'une ligne dans un registre. Pour un marin, la perte a un visage, un nom, une voix, un rire, un corps qu'on a vu tomber. Coxer apprend à naviguer dans cette économie humaine. Il apprend que le salaire n'est pas garanti, qu'un capitaine peut tricher sur les comptes, qu'un armateur peut faire faillite,
qu'un voyage peut être annulé, qu'un homme peut se retrouver à terre sans argent, obligé d'accepter n'importe quel embarquement, et c'est ainsi que la mer fabrique des identités flexibles, aujourd'hui matelot sur un marchand, demain sur un navire armé, après ou demain sur un bâtiment qui frôle la légalité. Dans ces premières années, il y a aussi l'apprentissage de la langue de la mer, une langue faite de termes techniques, de jurons, de surnoms. On ne dit pas corde, on dit bout, drisse, écoute. On ne dit pas monter, on dit hisser. On ne dit pas tourner, on dit virer. Cette langue n'est pas un folklore, c'est une précision vitale. Un ordre mal compris et une voile se déchire, un homme tombe, un navire dérive, et puis il y a le temps. Le temps du marin n'est pas celui de la terre. À bord, on vit par quart, 4 heures, 8 heures, selon l'organisation, la cloche sonne. Le sable coule dans le sablier. La nuit est coupée en tranches, on dort quand on peut. On se réveille en sursaut, on mange à des heures étranges. Le corps perd ses repères. Et dans ce dérèglement, l'esprit change aussi, on devient plus superstitieux, on devient plus fataliste, ou plus dur. Coxer, jeune, absorbe tout cela. Il n'est pas encore l'homme qui racontera la captivité, les prises, les zones grises. Il est encore dans l'apprentissage, dans la formation. Mais déjà, on sent la tension. Il veut être un homme de discipline, et il est attiré par ce que la mer offre de plus dangereux. Pas forcément par goût du mal, mais parce que la mer récompense ceux qui osent, et parce que, dans un monde où la pauvreté est une menace constante, l'argent rapide a une voix qui parle fort. On imagine un quai, un matin gris, des barriques alignées, des ballots de marchandises couverts de toile, des hommes qui jurent en poussant une charge, le navire attend, amarré avec ses haubans tendus comme des nerfs, le capitaine vérifie la liste, le maître d'équipage compte les hommes, un mousse court avec un seau. Et Edward Coxer, quelque part dans cette scène, sans ce mélange d'excitation et de crainte, il sait qu'il quitte quelque chose. Il ne sait pas encore ce qu'il va devenir. La mer à ce moment-là n'est pas encore une prison, elle n'est pas encore un champ de bataille. Elle est un métier. Un métier rude, sale, dangereux, mais un métier. Et c'est important parce que cela donne la mesure de ce qui viendra ensuite. On ne comprend pas la violence de la capture si on ne comprend pas d'abord la normalité du travail maritime, la routine des manœuvres, la fatigue quotidienne, les petites humiliations, les petites joies, la solidarité fragile. Coxer apprend aussi à se situer dans un équipage. À qui faire confiance, qui éviter, qui peut vous aider à obtenir une meilleure place pour dormir, qui peut vous dénoncer. Les relations à bord sont des alliances temporaires. On se serre les coudes, mais on se surveille, parce que la mer ne laisse pas de place aux naïfs. Et il y a la religion encore. L'Angleterre du XVIIe siècle est traversée par des tensions confessionnelles, par des débats sur la morale, sur l'autorité, sur le salut. À bord, ces débats se simplifient. On prie quand on a peur. On remercie quand on survit. On promet d'être meilleur. Et puis, au port suivant, on boit, on se bat, on recommence. Coxer, dans son récit, cherchera souvent à montrer qu'il a une conscience, qu'il sait ce qui est bien, qu'il regrette, qu'il a été tenté. Cette conscience, elle se forme déjà ici, dans ses allers-retours entre le sermon et la taverne, entre la tempête et le calme plat. Le jeune marin découvre aussi que la mer est un espace de rumeurs. Les nouvelles voyagent par les navires, une guerre commence, une paix se signe, un roi est renversé, et les ports la prennent avec des semaines de décalage, par des lettres, par des journaux, par des bouches. Cette incertitude nourrit l'angoisse. On ne sait pas toujours qui est l'ennemi du moment. On ne sait pas si un pavillon aperçu au loin est un danger ou une opportunité. Et dans cette incertitude, certains prospèrent, les corsaires, les aventuriers, ceux qui savent transformer le chaos en profit. Coxer les voit, il les entend, il comprend que la mer n'est pas seulement un lieu de travail, c'est un marché de la violence, un marché où la force se vend, où la capture se monnaie, où la rançon est une transaction. Mais pour l'instant, il est encore du côté de ceux qui rament, qui hissent, qui pompent. Il est encore dans la peau de l'homme qui subit la hiérarchie, et cette position est fondamentale. Elle donne à son futur récit une texture rare. Il ne parle pas comme un amiral. Il parle comme un homme qui a senti la corde brûler sa paume, comme un homme qui a compté les biscuits, comme un homme qui a vu la peur dans les yeux d'un camarade. La mer, dans ses années de formation, lui apprend une chose simple et terrible. On peut être honnête et finir ruiné. On peut être prudent et mourir quand même. On peut être pieux et être capturé. Alors, petit à petit, l'idée s'installe qu'il faut parfois saisir ce qui passe, que la morale est un luxe quand on a faim. Et en même temps, il y a cette autre idée tout aussi forte. Si l'on franchit certaines lignes, on ne revient pas facilement. On perd son nom, on perd sa place dans le monde des hommes respectables. Coxer veut garder son nom.
Il veut garder une place. Il veut pouvoir rentrer un jour et dire « J'ai travaillé, j'ai souffert, j'ai survécu ». Il veut que son histoire soit racontable. Et c'est peut-être pour cela qu'il observe tant, qu'il mémorise, qu'il note mentalement les détails, parce qu'un jour il faudra expliquer à une famille, à un voisin, à un juge peut-être, ou à soi-même. Le pont d'un navire, c'est une scène où l'on apprend à jouer un rôle. Le rôle du marin fiable, du marin courageux, du marin qui ne se plaint pas. Coxer apprend ce rôle. Il apprend à serrer les dents, à ne pas montrer la peur, à faire ce qu'on attend de lui. Et ce rôle, plus tard, il le transposera sur le papier. Il se décrira comme quelqu'un qui a tenu bon, qui a été emporté par les événements, mais qui a gardé autant que possible une ligne intérieure, sauf que la mer, elle, n'aime pas les lignes droites. Elle aime les détours. Elle aime les tempêtes qui vous poussent hors route. Elle aime les rencontres imprévues. Elle aime les erreurs de navigation. Elle aime les décisions prises dans l'urgence. Et dans ce monde-là, un jeune marin peut basculer sans s'en rendre compte. Pour l'instant, le basculement n'a pas encore eu lieu. On est encore dans l'avant. Dans le moment où l'horizon est une promesse, où la violence est une rumeur, où la captivité est une histoire qu'on écoute en serrant son gobelet. Coxer est encore un homme en formation, un homme qui apprend le métier, qui apprend la dureté, qui apprend la souplesse, un homme qui se construit sur une planche humide, sous un ciel bas, avec le goût du sel sur les lèvres. Et déjà, dans ce goût du sel, il y a quelque chose d'irréversible, parce qu'une fois qu'on a vécu au rythme des quarts, une fois qu'on a senti le navire vibrer sous ses pieds, une fois qu'on a compris que la mer peut vous donner un salaire et vous prendre la vie, on ne revient pas tout à fait à la terre. On revient physiquement, oui, on marche dans les rues, on s'assoit dans une auberge, on écoute les gens parler de récolte, de taxes, de voisinage, mais dans la tête, il y a toujours ce journal intérieur, ce registre invisible où l'on note les vents, les peurs, les dettes, les serments, et ce registre chez Edward Coxer commence à se remplir, lentement, méthodiquement, comme on remplit une cale. Parce qu'il ne le sait pas encore, mais tout ce qu'il voit, tout ce qu'il endure, tout ce qu'il apprend sur la discipline, sur la faim, sur la brutalité ordinaire des hommes en mer, tout cela va devenir la base d'une vie où la frontière entre survivre et prédater, entre subir et choisir, sera de plus en plus mince. Pour l'instant, il est encore du côté de ceux qui regardent les prédateurs passer. Il est encore du côté de ceux qui espèrent que le travail suffira. Il est encore ce jeune marin anglais né en 1633 qui monte à bord avec l'idée simple qu'un homme peut gagner sa vie sur l'eau, et la mer, patiente, immense, indifférente, commence à lui répondre, pas avec des mots, avec des faits, avec des cordages, avec des ordres criés, avec des nuits sans sommeil, avec cette sensation déjà que l'horizon promet la liberté, mais qu'il ramène toujours, tôt ou tard, à la contrainte. Il suffit d'un instant pour que la mer cesse d'être un métier et devienne une sentence, un instant où l'horizon, jusque-là simple ligne de travail, se hérisse d'une silhouette étrangère, un pavillon qu'on ne reconnaît pas tout de suite, une voile qui grossit trop vite, et cette sensation très physique que quelque chose se referme. À bord, on ne parle pas longtemps. On agit, on court aux manœuvres, on sert ce qui peut l'être, on prépare les quelques armes disponibles, mousquets rouillés, piques, sabres, de bord, et surtout on regarde les officiers, parce que leur visage dit la vérité avant leurs ordres. Quand un capitaine blêmit, même un mousse comprend. Quand le maître d'équipage cesse d'insulter et se met à compter les hommes, c'est que le danger n'est plus une rumeur de taverne. Le XVIIe siècle est plein de ces silhouettes, des navires qui ne sont ni tout à fait marchands, ni tout à fait militaires, des bâtiments rapides, bas sur l'eau, faits pour la chasse. Et dans certaines mers, la Méditerranée surtout, mais pas seulement, la chasse a un nom qui fait grincer les dents dans les ports, anglais, les corsaires barbaresques. Alger, Tunis, Tripoli, Salé, des noms qui, pour un marin, ne sont pas des points sur une carte, mais des marchés d'hommes. Coxer, dans son manuscrit, laisse entendre ce basculement comme on raconte une porte qui claque, la routine des quarts, la fatigue, les jurons, et soudain l'irruption d'une violence organisée, professionnelle, presque administrative, parce que la capture en mer, ce n'est pas seulement un abordage, c'est une chaîne de gestes et de décisions qui commence au premier coup de canon, et finit parfois sur une place où l'on vous examine comme une bête. On imagine la scène. Le vent porte l'odeur de poudre, un boulet qui ricoche sur l'eau, un autre qui frappe le bois et arrache des éclats. Les hommes se couchent, se relèvent, glissent sur un pont mouillé, les ordres se perdent dans le fracas, et puis, très vite, la réalité, un navire marchand n'est pas fait pour tenir un combat. Il peut être armé, oui, mais il n'est pas construit pour la guerre. Il transporte du fret, pas une stratégie. Il transporte des hommes qui veulent rentrer vivants,
pas des soldats payés pour mourir. Alors on cède. Ou on est pris, et là tout change de texture. La mer, qui était un espace ouvert, devient un couloir. On vous rassemble, on vous fouille, on vous dépouille. Les poches, les ceintures, les couteaux, les petites pièces cachées dans une couture, tout disparaît dans des mains rapides. On vous attache parfois, pas toujours. La corde est un langage universel, et elle dit sans phrase que votre corps ne vous appartient plus. La première humiliation, c'est souvent la plus simple. On vous fait comprendre que votre nom n'a plus de poids. Vous pouvez dire « Je suis Édouard Coxer ». Vous pouvez dire « Je suis un marin honnête ». Cela n'achète rien. Ce qui compte, c'est votre valeur, votre âge, vos épaules, vos mains, vos dents, votre capacité à travailler et, si vous avez de la chance, votre capacité à être rançonné, car la captivité barbaresque dans ces décennies n'est pas un chaos sans règles, c'est un système brutal mais rationnel. Les corsaires prennent des navires comme on prend des prises de chasse, et derrière eux il y a des investisseurs, des autorités, des marchés. On partage le butin, on vend la cargaison, on vend les hommes, on négocie des rançons, on écrit des lettres, on attend des réponses. On fait travailler ceux qui ne rapporteront pas assez vite. Dans les ports d'Afrique du Nord, la mer a une autre odeur. Moins de charbon, plus de soleil sur la pierre. Des épices, des animaux, des eaux stagnantes. Et surtout cette chaleur qui n'a rien de doux. Elle écrase. Elle colle la chemise à la peau. Elle transforme la soif en obsession. Un marin anglais, habitué aux brumes et aux pluies, découvre un monde où la lumière elle-même semble hostile, trop blanche, trop directe, comme un interrogatoire permanent. On débarque les captifs, on les pousse, on les compte. On les fait marcher dans des rues où tout est nouveau et pourtant terriblement concret. Les cris des vendeurs, les langues inconnues, les regards qui s'attardent. Et là, Coxer comprend ce que les histoires de taverne ne disent jamais assez. La peur n'est pas seulement la peur de mourir, c'est la peur de durer. La peur de ne pas savoir combien de jours, de mois, d'années on va rester dans cet état suspendu où l'on n'est ni mort ni libre. La captivité, c'est d'abord la perte du temps. À bord, le temps était découpé par la cloche, par le sablier, par l'écart. Ici, le temps devient une masse. On se réveille quand on vous réveille. On mange quand on vous donne. On travaille jusqu'à ce que quelqu'un décide que c'est assez. Et la nuit, on dort mal, parce que le corps est épuisé, mais l'esprit refuse de se taire. Il repasse les scènes. Il cherche une faille. Il s'accroche à des détails absurdes. Le bruit d'une chaîne, l'odeur d'un plat, la forme d'une clé. Le travail imposé aux captifs varie, mais il a toujours la même logique. Extraire de la force, porter des pierres, tirer des cordages, réparer des coques, charger et décharger, travailler dans les arsenaux, là où l'on fabrique et entretient les navires qui feront d'autres captifs. Ironie parfaite, cercle fermé, le prisonnier nourrit la machine qui l'a avalé, et il y a la violence. Pas seulement les coups, même si les coups existent, rapides, sans explication, parce qu'un gardien n'a pas besoin de justifier sa main. Il y a la violence de la promiscuité, des corps entassés, des maladies qui circulent, la violence de l'humiliation quotidienne, être appelé par un surnom, être traité comme un outil, être forcé d'obéir à des ordres qu'on comprend à peine, la violence de l'incertitude, surtout. On peut être vendu, on peut être déplacé, on peut être séparé de ceux avec qui on a été pris. On peut disparaître dans un autre chantier, une autre maison, un autre port. Dans ce monde-là, la foi devient une corde intérieure. Coxer, enfant d'une Angleterre où la religion est partout, sermons, disputes, morale, se retrouve à prier non pas pour la victoire, mais pour la tenue, tenir, ne pas se dissoudre, ne pas devenir un animal. Et en même temps, il voit autour de lui des hommes qui s'adaptent autrement. Certains apprennent vite quelques mots de la langue locale, parce que comprendre, c'est déjà reprendre un peu de contrôle. Certains se rendent utiles, cherchent une place moins dure, certains se brisent, certains deviennent dangereux, prêts à voler un camarade pour une bouchée de pain. La captivité fabrique des hiérarchies nouvelles. À bord d'un navire anglais, la hiérarchie était claire. Capitaine, officier, matelot, mousse. Ici, tout se recompose. Il y a ceux qui ont une chance d'être rançonnés, parce qu'ils ont une famille, un réseau, un port d'attache où quelqu'un peut payer. Il y a ceux qui n'ont rien. Ceux-là deviennent du travail pur. Et il y a ceux qui savent écrire, compter, négocier. Ils peuvent servir d'intermédiaires, de scribes, de traducteurs improvisés. Dans un système de rançon, l'écriture est une arme, une lettre peut être une bouée. On imagine Coxer, jeune encore, avec cette conscience aiguë de la réputation, obligé d'apprendre une autre forme de réputation, celle du captif utile, du captif docile, du captif qui vaut la peine qu'on le garde en vie. Ce n'est pas une morale, c'est une stratégie.
Et la stratégie parfois ressemble à une trahison de soi, parce qu'il faut sourire quand on voudrait cracher. Il faut baisser les yeux quand on voudrait frapper. Il faut accepter des tâches dégradantes, parce que refuser, c'est être battu, ou pire, être rendu invisible. La rançon, dans ces années, est un commerce transméditerranéen, des ordres religieux en Europe, des trinitaires, des mercédaires, se spécialisent dans le rachat des captifs chrétiens. Des communautés collectent de l'argent, des familles vendent des biens, des autorités municipales organisent des quêtes. Et pendant que ces mécanismes lents se mettent en place, l'homme captif vit au jour le jour dans une économie de miettes. Coxer raconte, et on sent dans ses phrases une obsession, ne pas perdre l'idée qu'il est un marin, pas seulement un esclave. Un marin, c'est quelqu'un qui sait faire, qui sait manœuvrer, réparer, naviguer. Cette compétence, même en captivité, peut devenir une monnaie. Un homme qui sait travailler sur une coque, qui sait reconnaître un vent, qui sait tenir un outil, peut être affecté à des tâches moins meurtrières que celles d'un porteur de pierre. Mais cette même compétence peut aussi vous enfermer. On vous garde parce que vous êtes utile. On ne vous libère pas parce que vous rapportez du travail. Et puis il y a la mer, toujours là, visible parfois au bout d'une rue, au-delà d'un mur, scintillante, indifférente. La mer comme ligne d'horizon qui promet la liberté et qui, ici, se moque. Elle est à quelques centaines de pas et pourtant elle est plus loin que l'Angleterre. Parce qu'entre vous et elle, il y a des portes, des gardes, des chaînes, des contrats de propriété sur votre corps. La captivité n'est pas seulement un enfermement physique, c'est une école de lecture du monde. Coxer découvre que la violence maritime n'est pas un accident. Elle est structurée. Elle a ses règles, ses profits, ses justifications. Les corsaires se voient comme des combattants, des agents d'un ordre politique et religieux. Ils ont des autorités, des ports, des tribunaux. Ils ne se pensent pas comme des bandits. Et cette idée, pour un marin anglais, est dérangeante. Si eux ont des papiers, des drapeaux, des prières, alors où commence le crime? Où finit la guerre? La mer brouille tout, et la captivité le grave dans la chair. Il y a aussi la question de l'identité. Dans les récits européens, on insiste souvent sur la conversion forcée, sur la pression religieuse. Dans la réalité, les situations sont multiples. Certains captifs résistent, d'autres cèdent, d'autres jouent un double jeu, et même sans conversion, la captivité vous transforme. Vous apprenez des gestes, des mots, des habitudes. Vous apprenez à survivre dans un autre ordre. Et quand vous reviendrez, si vous revenez, on vous regardera parfois avec suspicion, comme si le simple fait d'avoir vécu là-bas vous avait contaminé. Coxer, lui, veut rester présentable, même dans l'horreur. Il veut pouvoir dire plus tard « J'ai tenu, je n'ai pas cédé, je suis resté moi ». Mais la captivité oblige à des compromis minuscules qui, accumulés, deviennent une autre vie. Accepter un travail pour un maître, accepter une ration en échange d'un service, accepter de se taire quand un autre est battu, ce ne sont pas des choix héroïques, ce sont des choix de survie. Et pourtant ils laissent une trace morale, comme une saleté sous l'ongle qu'on n'arrive pas à enlever. Les jours se ressemblent, et c'est là que le désespoir devient dangereux. Un homme qui ne voit pas de sortie peut tenter n'importe quoi. L'évasion dans ces ports est un rêve constant. On en parle à voix basse. On guette les failles. Un gardien ivre, une porte mal fermée, un chantier près de l'eau, un bateau de pêche. Mais l'évasion n'est pas un roman. C'est une course contre des chiens, contre des armes, contre une ville qui vous est étrangère. Et si on vous reprend, la punition est faite pour décourager les autres, alors on attend la rançon. On attend une lettre. On attend un signe. Et l'attente, parfois, est pire que le travail. Parce que le travail fatigue le corps, mais l'attente ronge l'esprit. On se met à compter les saisons par la chaleur et le froid, par la qualité de l'air, par les maladies qui reviennent. On se met à reconnaître les visages des gardiens, leurs humeurs, leurs habitudes. On devient expert en petites choses, comment cacher un morceau de pain, comment conserver un bout de tissu, comment éviter un coup. Dans ce monde, la solidarité entre captifs est fragile. Elle existe, oui, parce que l'homme a besoin d'un semblable pour ne pas devenir fou. On partage des nouvelles, des souvenirs, des prières. On se raconte des ports anglais, des rues, des odeurs de pluie, comme si les mots pouvaient ouvrir une fenêtre. Mais la solidarité se heurte à la faim, à la peur, à la jalousie. Quand une rançon arrive pour l'un et pas pour l'autre, la joie se mélange à l'amertume. Quand un homme obtient une tâche plus légère, on le soupçonne d'avoir pactisé. La captivité ne détruit pas seulement les corps, elle teste les liens. Et puis, un jour, quelque chose bouge, une négociation aboutit, un paiement est accepté, un intermédiaire se présente. On prononce un nom, on vérifie une description, on vous fait sortir, on vous fait marcher. Et vous n'osez pas croire, parce que la captivité vous a appris à ne pas croire trop vite. La libération, quand elle arrive, n'est pas une explosion de joie pure,
Elle est souvent étrange, presque administrative. On signe, on jure, on est remis à quelqu'un. On est parfois embarqué sur un navire qui vous ramène vers un monde familier, et là, sur le pont, le vent a la même odeur qu'avant, le sel est le même, le bois grince de la même manière, mais vous n'êtes plus le même. Le retour à la mer, paradoxalement, peut être une nécessité immédiate. Un homme libéré n'est pas forcément un homme riche. Il peut revenir sans argent, sans vêtements, avec des dettes contractées pour sa rançon, ou avec la honte de devoir quelque chose à une communauté. Il faut travailler, il faut rembourser, il faut manger. Et quel métier connaît-il? La mer, toujours la mer. La ligne d'horizon qui promet la liberté et qui ramène à la contrainte, encore. Coxer porte désormais en lui une connaissance que beaucoup de marins n'ont qu'en rumeur. La capture n'est pas un conte, c'est une mécanique. Et cette mécanique change la manière dont on regarde un navire à l'horizon. Avant, on se demandait « ami ou ennemi ». Maintenant, on se demande « combien de temps avant les chaînes ?» Avant le marché, avant la perte du nom. Cette expérience laisse aussi une autre trace, plus sourde, la normalisation de la violence. Quand on a été traité comme une marchandise, on comprend dans sa chair que l'homme peut être un objet de profit, et cette compréhension est dangereuse. Elle peut vous rendre plus moral, plus révolté, plus attaché à l'idée d'être honnête. Elle peut aussi vous rendre plus froid, parce que si le monde vous a fait ça, alors le monde fonctionne comme ça. Et si le monde fonctionne comme ça, pourquoi vous priveriez-vous un jour d'utiliser la même logique quand l'occasion se présentera? Coxer, dans ses pages, aime se présenter comme quelqu'un que les événements malmènent, un homme emporté, un homme qui subit. Mais la captivité est précisément ce qui fabrique chez certains une autre posture, celle de l'homme qui ne veut plus jamais être du côté de la proie. Et pour ne plus être la proie, il faut des armes, des alliés, un navire rapide ou une part dans la prédation. Le retour en Angleterre ou dans un port chrétien n'efface pas la captivité. Il y a la difficulté de raconter. Comment dire ce qu'on a vu sans être pris pour un menteur? Comment dire ce qu'on a fait pour survivre sans être jugé? Comment expliquer les compromis, les humiliations, les moments où l'on a baissé la tête? La société aime les récits clairs, le martyr pur, le héros intact. La captivité, elle, produit des zones grises, et Coxer déjà commence à apprendre l'art de rendre ces zones grises racontables. Il y a aussi le corps, un corps qui a travaillé autrement, sous une autre discipline. Des cicatrices, des douleurs, une maigreur, une fatigue qui ne part pas, et parfois des maladies. Le marin du XVIIe siècle vit dans un monde où la médecine est limitée, où une fièvre peut vous emporter, où une infection peut vous mutiler. Revenir vivant est une victoire, mais une victoire qui se paie. Et pourtant, malgré tout, il remonte à bord, parce que la terre ne l'attend pas avec un salaire. Parce que la mer, même après les chaînes, reste le seul endroit où ses mains ont une valeur immédiate. On l'embauche pour ce qu'il sait faire, pas pour ce qu'il a souffert. On lui donne une ration, un hamac ou une planche, un quart à tenir. Et la routine recommence avec un goût différent. Dans les ports, les tavernes, les quais, les histoires de captivité circulent comme des avertissements. Coxer devient, malgré lui, une preuve vivante. On le regarde, on lui demande, on écoute. Et lui, il choisit ce qu'il dit, il choisit ce qu'il tait, parce qu'il comprend que la parole est une autre forme de survie. Dire trop, c'est se rendre vulnérable. Dire trop peu, c'est laisser les autres inventer. La mer, elle, ne s'intéresse pas à ses choix narratifs. Elle continue. Les routes changent, les guerres se préparent, les pavillons se haïssent, les lettres de marque circulent, les corsaires chassent, les marchands calculent, et Coxer, désormais, navigue avec un journal de bord intérieur plus lourd, rempli non seulement de vent et de manœuvres, mais de chaînes, de marchés, de chaleur écrasante sur la pierre, de regards qui évaluent un homme comme un outil. Il a appris quelque chose que peu écrivent aussi nettement. La frontière entre liberté et contrainte n'est pas une ligne sur une carte, c'est une corde qu'on peut tenir, ou qui peut vous tenir. Et quand on a senti cette corde se resserrer, on ne regarde plus jamais l'horizon de la même manière. Il remonte à bord comme on remonte sur une bête qu'on connaît trop bien, pas par amour, par nécessité. La terre, après la captivité, n'offre pas de chaise près du feu ni de salaire garanti. Elle offre des regards, des questions, des silences. La mer, elle, offre au moins une logique. Tu sais gréer, tu sais carguer, tu sais tenir un quart, alors tu manges. Et tu vis, peut-être. Dans les ports anglais, l'air sent le goudron chaud, la corde humide, la bière renversée sur des planches grasses. Les chantiers navals cognent comme des forges, marteaux sur les membrures, scie dans le chêne, jurons qui roulent d'un bout à l'autre des cales. On parle fort, on rit trop, on se bat parfois pour rien, parce que la violence est une monnaie courante et qu'un marin qui a été esclave
n'a pas forcément envie d'être doux. Coxer revient avec cette dureté-là dans les eaux. Il a appris à compter les hommes comme des valeurs. Il a appris que la pitié ne nourrit pas. Et pourtant, il veut encore être un honnête marin. Il veut pouvoir se regarder dans un seau d'eau sans détourner les yeux. Mais l'époque ne facilite pas les scrupules. La seconde moitié du XVIIe siècle, c'est une mer en guerre, ou prête à l'être. Les pavillons changent de couleur comme des humeurs. L'Angleterre et les Provinces-Unies se déchirent à coups de canons, de convois, de blocus, de prises. Les routes commerciales deviennent des couloirs de chasse. Et dans ce monde-là, la différence entre un marchand armé, un corsaire muni d'une lettre de marque et un pirate qui n'a que son audace, cette différence tient parfois à un papier plié dans une poche, à un sceau, à une signature, un papier qui peut brûler, un papier qui peut se perdre, un papier qu'on peut aussi inventer. À bord, la discipline est une autre forme de captivité, plus familière, plus acceptable parce qu'elle est contractuelle. En théorie, le capitaine commande, le maître d'équipage aboie, le bosco fait claquer sa voix comme un fouet. Les hommes obéissent parce qu'ils ont signé, parce qu'ils ont reçu une avance, parce qu'ils doivent de l'argent à une taverne, à une femme, à un tailleur, à un prêteur. La dette, c'est une chaîne qui ne fait pas de bruit. Coxer le sait. Il a connu les chaînes qui font du bruit. Le travail, lui, ne change pas. Pomper, gratter, calfater, hisser, carguer, virer de bord, surveiller les voiles comme on surveille une plaie. Le pont est un monde de bois vivant qui gonfle et se rétracte, qui gémit, qui suinte. La nuit, on dort par tranches, dans une humidité qui colle aux poumons. Le jour, on mange du biscuit dur comme de la pierre, parfois plein de charançon, et du bœuf salé qui a le goût de vieux cuir. On boit de la bière ou du small beer quand l'eau tourne. On se bat contre le scorbut, contre la dysenterie, contre les fièvres qui montent sans prévenir. Et au-dessus de tout ça, il y a la peur, pas spectaculaire, pas héroïque. La peur quotidienne, celle qui vous fait regarder l'horizon, comme on regarde une porte qui peut s'ouvrir sur n'importe quoi. Coxer a désormais un réflexe. Il ne voit plus un navire comme un simple navire. Il voit une intention, il voit une vitesse, il voit un angle. Il voit la manière dont une voile est réglée, la façon dont un bâtiment tient le vent. Il a appris dans sa chair que la mer est un tribunal sans juge, où la sentence tombe avant même qu'on ait compris l'accusation. Et puis il y a la guerre, qui donne à cette peur une forme officielle. La guerre maritime, ce n'est pas seulement des grandes batailles rangées comme on les imagine, des lignes de vaisseaux, des amiraux, à des signaux de pavillon. C'est surtout une économie de la capture. Prendre un navire ennemi, c'est prendre sa cargaison, c'est prendre son équipage, c'est prendre du temps, du travail, du capital, c'est transformer la mer en comptabilité. On parle de prize, de prise, comme d'un objet neutre. Mais une prise, c'est un pont où des hommes se rendent, des coffres qu'on force, des cales qu'on vide, des corps qu'on attache. Dans ce monde, Coxer retrouve une tentation qu'il connaît déjà, ne plus être la proie. Il a été du côté de ceux qu'on pousse, qu'on compte, qu'on vend. Il sait ce que ça fait d'être évalué par ses épaules et ses dents. Alors quand il entend dans une taverne des marins parler d'un voyage plus rentable, d'un capitaine qui sait faire de l'argent, d'une route où l'on croise des navires chargés et mal défendus, quelque chose en lui se tend, pas forcément la cupidité pure, plutôt une logique froide. Si le monde est une machine à broyer, mieux vaut être près des manettes que sous les roues. Les lettres de marque, ces autorisations de courir s'usent à l'ennemi, circulent comme des talismans. Elles transforment le vol en service rendu au roi, elles donnent un cadre, un vernis, une excuse. On peut dire, ce n'est pas du pillage, c'est de la guerre. On peut dire, ce n'est pas pour moi, c'est pour la nation. Et pourtant, sur le pont, quand on saute sur un navire, quand on pointe un pistolet sur un homme qui tremble, quand on fouille des poches, quand on arrache une bague, la nation est loin, très loin. Il n'y a que des mains, des cris, des coups, et cette odeur de peur qui ressemble à celle de la sueur froide. Coxer navigue dans un Atlantique où les routes commerciales sont des veines pleines de sang. Le sucre, le tabac, les épices, les tissus, les métaux, les armes. Les cargaisons ne sont pas seulement des marchandises, ce sont des fortunes compressées dans des cales, et les navires qui les transportent sont des coffres flottants, parfois mal protégés, parfois escortés, parfois isolés par une tempête ou une erreur de navigation. Un seul coup de chance peut changer une vie, un seul abordage réussi peut payer des années de misère. C'est ça le poison, la disproportion. À bord, on parle de parts, de shares. Qui aura quoi si l'on prend quelque chose? Le capitaine, les officiers, les matelots, parfois même le mousse. La violence devient un investissement collectif. On se met d'accord avant, comme des artisans qui se répartissent un chantier.
Et cette organisation-là, cette rationalité, ressemble étrangement à ce que Coxer a vu chez les corsaires barbaresques, une violence structurée, rentable, justifiée par un ordre supérieur. La différence, c'est le drapeau et la langue des prières. Il y a un moment dans ce genre de vie où l'on cesse de dire « il » et où l'on commence à dire « nous ». Nous, les chasseurs. Nous, ceux qui savent. Nous, ceux qui ne se laisseront plus prendre. Coxer, dans son récit, aime garder une distance, comme s'il marchait sur une planche étroite au-dessus d'un gouffre moral. Il insiste sur les circonstances, sur les nécessités, sur les ordres reçus. Mais la mère, elle, ne retient pas les justifications. Elle retient les gestes. Le premier geste, souvent, est petit. On accepte de servir sur un navire plus agressif. On accepte un capitaine dont la réputation est trouble. On accepte de fermer les yeux quand on arrondit une prise, quand on prend un peu plus que ce que la lettre de marque autorise, quand on dépouille un prisonnier au-delà du strict nécessaire. On se dit « c'est la guerre ». On se dit « eux feraient pareil ». On se dit « j'ai souffert, j'ai droit à ma part ». Et chaque phrase est une planche de plus sur laquelle on avance. La mer fabrique des hommes qui savent se raconter. Coxer est de ceux-là. Il sait que la respectabilité en Angleterre n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de récit. Comment expliquer qu'on revient avec une montre, un manteau, quelques pièces d'or, sans passer pour un voleur? Comment expliquer qu'on a participé à une prise sans être traité de pirate? Il faut des mots, il faut des témoins, il faut parfois un papier, et quand on n'a pas de papier, on fabrique une version qui tient debout. Sur un navire de guerre ou un corsaire, la brutalité est plus directe que sur un marchand. On s'entraîne à tirer, on entretient les armes, on garde la poudre au sec comme on garde une âme. Les canons sont des bêtes de métal qu'il faut nourrir, nettoyer, caresser presque. Parce qu'un canon mal entretenu éclate et vous arrache un bras. Les hommes apprennent à se déplacer vite, à ne pas rester debout quand ça siffle, à reconnaître le son d'un boulet qui arrive. Il y a le fracas, la fumée, les éclats de bois qui deviennent des projectiles. Et il y a après le silence étrange, quand on monte à l'abordage et que tout se réduit à des respirations, des pas, des yeux écarquillés. Coxer a connu la peur du captif. Il découvre la peur du preneur, la peur que l'autre navire soit plus armé qu'il n'y paraît, la peur d'un piège, la peur d'une mutinerie. À bord, la peur que la prise se transforme en massacre inutile, parce que la violence, une fois lâchée, n'obéit pas toujours. Elle déborde, elle salit tout, et elle laisse des traces qui ne partent pas, même avec l'eau de mer. Dans les zones grises, on rencontre des hommes qui vivent entièrement de cette ambiguïté, des capitaines qui commencent corsaires et finissent pirates, ou l'inverse selon les saisons et les amnisties, des ports qui ferment les yeux tant que l'argent circule, des marchands qui investissent dans des expéditions risquées et qui ensuite font semblant d'être choqués par les méthodes. La mer est pleine d'hypocrisie pratique. Coxer la respire comme l'air salé. Il y a aussi la question des prisonniers. Quand on prend un navire, que fait-on des hommes? Les garder, c'est les nourrir, les surveiller, risquer une révolte. Les relâcher, c'est perdre une monnaie d'échange. Les tuer, c'est franchir une ligne qui vous transforme, même si personne ne le voit. Dans les récits, on aime croire que les marins ont des codes. Parfois oui, parfois non. Souvent, les codes cèdent sous la fatigue, la haine, l'alcool, la peur. Coxer, qui a été de l'autre côté, ne peut pas ignorer ce que signifie être à genoux sur un pont, les mains liées, à attendre la décision d'un inconnu, et pourtant il avance. Il participe, il prend sa part. Parce que la mer ne récompense pas les hésitants. Parce que l'équipage méprise celui qui recule au moment de sauter. Parce que l'argent, quand il arrive, arrive d'un coup, comme une vague qui vous renverse et vous laisse haletant, riche pour la première fois, riche d'une richesse qui sent la poudre et le bois brûlé. On imagine le retour dans un port après une campagne fructueuse. Les hommes descendent à terre avec une démarche différente. Ils ne sont plus seulement des travailleurs. Ils sont des hommes qui ont fait un coup. Les tavernes les reconnaissent. Les filles les reconnaissent. Les prêteurs les reconnaissent. Et l'argent se dissout vite. Une nuit, 2 nuits, une semaine. Et il ne reste que des dettes nouvelles, des promesses, des bagarres, des cicatrices. La mer reprend ce qu'elle donne, toujours. Elle donne en rafale. Elle reprend en continu. Coxer, lui, garde en tête une autre comptabilité, celle de la réputation. Il veut pouvoir revenir un jour à une vie qui ne soit pas une fuite permanente. Il veut peut-être se marier, travailler plus régulièrement, ne plus risquer la corde au bout d'un procès pour piraterie, car la corde existe. Elle pend au-dessus de tous ceux qui naviguent trop près du crime. Les autorités anglaises, selon les moments, encouragent la course et la répriment. Elles ont besoin de loups en mer, puis elles veulent des chiens domestiques. Et ceux qui ne savent pas redevenir domestiques finissent mal. Le temps aussi commence à compter autrement.
Un jeune marin peut encaisser des nuits sans sommeil, des quarts doublés, des tempêtes qui vous jettent contre le bastingage, mais les années s'accumulent. Les mains se couvrent de crevasses, le dos se tord, les dents tombent. Les blessures mal soignées se rappellent à vous à chaque changement de temps. Coxer sent que chaque campagne pourrait être la dernière, non pas parce qu'un boulet va le tuer, mais parce que son corps, un jour, dira non. Et quand le corps dit non, la mer ne négocie pas. Alors il devient plus attentif aux opportunités qui promettent un gain rapide. C'est là que la pente est la plus glissante. Parce que le gain rapide en mer est rarement propre, il est rarement présentable. Il est souvent pris sur quelqu'un. Et plus on a besoin de ce gain, plus on se raconte que c'est provisoire. Juste une fois. Juste pour se remettre. Juste pour payer une dette. Juste pour ne plus jamais avoir à le refaire. La normalisation de la brutalité, c'est ça. Transformer l'exception en habitude. Au début, on tremble après un abordage. On vomit peut-être. On dort mal. On revoit un visage. Puis on s'habitue. On apprend à rire de ce qui, avant, aurait fait prier. On apprend à parler de la peur des autres comme d'un détail comique. On apprend à appeler butin ce qui était la vie de quelqu'un. Et un jour, on se surprend à être efficace. C'est le moment le plus dangereux, parce qu'il n'y a plus de résistance intérieure. Il n'y a plus que la compétence. Coxer, dans son manuscrit, laisse passer des éclats de cette compétence. Il connaît les manœuvres, les vents, les routes. Il sait comment un navire peut rattraper un autre, comment on coupe une trajectoire, comment on profite d'une brise nocturne. Il sait aussi comment les hommes réagissent sous pression. Qui tient, qui casse, qui ment, qui supplie. Ce savoir-là, acquis dans le travail et dans la captivité, devient une arme. Et une arme, même tenue par un homme qui se dit honnête, reste une arme. Il y a des scènes qu'on devine entre les lignes, des discussions à voix basse près de la cambuse, des regards échangés quand un navire apparaît, des calculs rapides, sa taille, son armement, sa vitesse. Le capitaine hésite, les hommes poussent, ou l'inverse. Et Coxer, au milieu, sent cette vieille sensation. Quelque chose se referme, sauf que cette fois, ce n'est pas lui qu'on enferme, c'est l'autre. La mer comme ligne d'horizon qui promet la liberté et ramène à la contrainte, la liberté de prendre, de courir, de choisir sa proie, la contrainte des contrats, des parts, des serments, des hiérarchies, des risques. Même dans la prédation, on obéit. On obéit au capitaine, on obéit à l'équipage, à sa pression collective. On obéit à l'argent, surtout l'argent qui vous dit « encore ». Encore une prise, encore un voyage, encore une saison. Et puis il y a les moments où la guerre officielle se mélange à la rapine pure. Un navire neutre, par exemple. Un navire dont le pavillon n'est pas l'ennemi, mais dont la cargaison est tentante. On peut toujours trouver une excuse. Il a des papiers suspects, il a menti sur sa route, il commerce avec l'ennemi, il transporte des marchandises interdites. La mer est pleine de prétextes, et les tribunaux des prises, à terre, sont pleins d'hommes qui savent transformer un prétexte en verdict, surtout si des intérêts puissants poussent dans ce sens. Coxer apprend à naviguer aussi dans cette bureaucratie-là. La violence ne suffit pas, il faut la rendre légale après coup. Il faut des témoignages, des journaux de bord, des déclarations. Il faut raconter l'abordage d'une manière qui ressemble à la guerre, pas au brigandage. Et c'est là qu'on voit se former déjà l'écrivain en lui, pas l'écrivain de salon, l'écrivain de survie. Celui qui sait que la phrase peut sauver une vie ou la perdre. Parce que si l'on vous accuse de piraterie, ce n'est pas une amende, c'est la potence, c'est l'exemple. Les autorités aiment pendre les pirates en public, au bord de l'eau, pour que la marée monte et descende sur le cadavre, comme une leçon répétée. Les marins le savent, ils en parlent, ils font semblant de s'en moquer, mais ils le savent. Et Coxer, qui a déjà connu l'humiliation totale, n'a aucune envie de finir exposé comme un avertissement, alors il marche sur cette corde raide, assez proche de la prédation pour en tirer profit, assez loin pour pouvoir dire, plus tard, qu'il n'a fait que son devoir, qu'il n'a fait que suivre la guerre, qu'il n'a fait que survivre. C'est une gymnastique morale, et elle fatigue autant qu'un quart de nuit sous la pluie. Il y a aussi dans ces années une autre réalité qui pèse sur tous les marins. La presse, l'enrôlement forcé, les press gangs qui raflent des hommes dans les ports pour les envoyer sur les navires du roi. On peut être marin par choix, puis marin par contrainte. On peut fuir un capitaine brutal pour tomber sur un officier de la Royal Navy qui vous traite comme une pièce de matériel. La liberté du marin est toujours relative. Coxer, qui a connu l'esclavage, voit dans cette pratique une parenté inquiétante. Des hommes saisis, comptés, affectés. La différence, encore une fois, c'est le drapeau. Et quand on est pris dans cette machine, la tentation de la fuite grandit. Fuir la Navy, fuir les dettes, fuir la discipline. Ou fuir vers des équipages plus indépendants, plus rapides, plus libres.
Des équipages qui vivent de prise, des équipages qui ne posent pas trop de questions. La mer offre toujours une échappatoire, mais elle vous fait payer l'entrée. Coxer n'est pas un idéologue. Il n'est pas un grand stratège. C'est un homme de pont, un homme de manœuvre, un homme qui observe et qui retient. Et c'est précisément ce qui rend son parcours si révélateur. Il montre comment un marin ordinaire peut glisser, non pas par grands projets criminels, mais par enchaînement de nécessités, d'occasions, de petites lâchetés et de petites audaces, un pas, puis un autre. Et un jour, on se retourne, et on ne sait plus exactement où l'on a quitté la route honnête. Il y a des nuits en mer où l'on n'entend que le souffle du vent dans la toile, le clapot contre la coque et le craquement régulier du gréement. La lune éclaire juste assez pour dessiner les cordages comme des veines. Dans ces nuits-là, un homme peut se croire libre. Il peut se dire « Je suis loin des prisons, loin des marchés d'esclaves, loin des rues brûlantes d'Alger ou de Salé. » Et puis, au matin, on voit un navire à l'horizon, et la liberté se transforme en décision. Attaquer ou fuir, prendre ou laisser passer. Et chaque décision vous écrit un peu plus. Coxer, plus tard, voudra que son histoire tienne debout devant des lecteurs, devant des voisins, devant Dieu. Il voudra que ses pages ressemblent à une vie traversée par les tempêtes, pas à une vie qui les a parfois provoquées. Mais la mer, elle, ne se laisse pas réécrire complètement. Elle laisse des traces, dans les mains, dans les habitudes, dans la manière de parler des autres hommes, et dans cette connaissance intime, presque honteuse, que la frontière entre victime et prédateur n'est pas une muraille, c'est une porte. Et sur un pont qui tangue, une porte s'ouvre vite. Il y a un moment où l'on comprend que la mer ne vous lâchera pas d'un coup sec, comme on lâche une corde brûlante. Elle vous dessert, lentement. Elle vous laisse croire que vous sortez du cercle, puis elle vous rappelle par une odeur de goudron, par un cri de gabier dans une rue, par le simple bruit d'un mât qui grince au vent. Coxer, lui, a déjà trop vécu pour croire aux ruptures nettes. Il cherche autre chose. Non pas l'innocence, elle est partie depuis longtemps, mais une forme de stabilité, une vie qui ne se joue pas à chaque marée. On le voit dans les dernières années comme un homme qui compte pas seulement l'argent, même si l'argent reste une obsession de marin pauvre, ses pièces qui filent, ses avances qui enchaînent, ses parts de prise qui promettent et déçoivent. Il compte les jours où le corps tient, il compte les hivers, il compte les cicatrices, il compte aussi les regards des autres, parce qu'à terre, la réputation est une monnaie plus lente, plus lourde, mais parfois plus durable que l'or. La respectabilité au XVIIe siècle anglais n'est pas un costume qu'on enfile en sortant du port. C'est un tissu qu'on tisse, fil après fil, avec des preuves, un emploi régulier, un mariage, une paroisse, des voisins qui peuvent dire « je le connais ». Et pour un marin qui a traîné dans les zones grises, qui a vu la violence de près et qui y a parfois mis la main, ce tissu est fragile. Il suffit d'une rumeur, d'un ancien compagnon de bord qui parle trop fort dans une taverne, d'un créancier qui veut se venger, d'un officier qui a besoin d'un exemple. La corde toujours n'est jamais loin dans l'imaginaire maritime. Elle pend au-dessus des quais comme une ombre. Alors Coxer fait ce que font beaucoup d'hommes de mer quand ils vieillissent ou quand ils sentent que la chance tourne. Ils tentent de se replacer dans des circuits plus propres, le commerce plutôt que la prise, le service régulier plutôt que l'expédition aventureuse, des voyages où l'on sait à peu près ce qu'on transporte, à peu près où l'on va, à peu près qui l'on rencontre, à peu près. Parce que la mer ne garantit rien, mais elle tolère parfois la routine. La routine en mer, ce n'est pas l'ennui, c'est une discipline qui vous sauve. On se lève avec le quart, on vérifie les voiles, on écoute le navire comme on écoute un animal, un changement de craquement, un gémissement, différent, et on sait qu'il y a un problème. On surveille les pompes, parce que l'eau qui entre ne prévient pas. On surveille la nourriture, parce que le biscuit moisi et le bœuf salé trop vieux rendent les hommes fous, et un équipage affamé est un équipage dangereux. On surveille les hommes, surtout, la fatigue, les rancœurs, les petites humiliations qui s'accumulent jusqu'à devenir une mutinerie. Coxer a connu la hiérarchie brutale, les coups, les ordres aboyés, les humiliations qui font partie du métier comme la pluie fait partie du ciel, mais il a aussi connu l'autre brutalité, celle qui n'a pas besoin d'un règlement, la brutalité de l'abordage, du pillage, de la peur qu'on inflige. Et c'est là que sa sortie du cycle devient intéressante, parce qu'elle n'est pas une conversion spectaculaire, elle ressemble plutôt à une négociation intérieure, une manière de dire « assez », pas par bonté soudaine, par calcul, par usure, par désir de ne pas finir comme un avertissement au bord de l'eau. Le temps, à ce stade, n'est plus une abstraction. Il est dans les articulations, dans les doigts qui se ferment mal quand il fait froid, dans le dos qui se rappelle chaque chute sur un pont glissant, dans les dents qui manquent
et qui rendent le biscuit encore plus cruel. Dans la respiration aussi, l'air humide des cales, les fumées de poudre, les fièvres attrapées et jamais vraiment guéries. Un jeune homme peut se croire invincible parce qu'il a survécu à une tempête. Un homme qui a passé la quarantaine en mer sait que la tempête la plus dangereuse parfois, c'est une infection, une plaie qui s'envenime, une dysenterie qui vous vide en 2 jours. Et pourtant, même quand il cherche la stabilité, la mer continue de lui proposer ses raccourcis, parce que le XVIIe siècle est un siècle où l'État et le commerce se nourrissent de violence. Les guerres anglo-néerlandaises ont laissé des habitudes, armer les navires, penser en termes de convois, de prises, de lettres de marque. Les ports ont appris à vivre avec l'ambiguïté. Un navire revient chargé, on demande d'où vient la cargaison, oui, mais pas trop. On veut des papiers, bien sûr, mais on sait aussi que les papiers se fabriquent, se perdent, se réécrivent, et les tribunaux à terre sont des lieux où la vérité se mesure parfois au poids des intérêts. Coxer, lui, a compris quelque chose de fondamental. La violence en mer ne s'arrête pas quand on pose le pied sur le quai. Elle change de forme, elle devient juridique, elle devient narrative, elle devient une bataille de versions. Qui a attaqué le premier? Qui a tiré? Quel pavillon flottait? Quels papiers ont été montrés? Qui peut témoigner? Et surtout, qui a l'air crédible? C'est là que son journal de bord intérieur prend toute sa force, parce qu'il ne tient pas seulement un récit d'aventure, il tient une comptabilité morale, il pèse ses actes, il les entoure de circonstances, il les présente comme des réponses à des contraintes, et parfois on sent qu'il se convainc lui-même en écrivant, comme si la plume pouvait lisser ce que la mer a rendu rugueux. Écrire au XVIIe siècle pour un marin, ce n'est pas un geste banal. La plupart des hommes de pont ne laissent pas de manuscrits. Ils laissent des os dans des cimetières de paroisse ou pas de tombe du tout. Ils laissent des enfants sans père, des veuves sans pension, des dettes dans des tavernes. Coxer, lui, laisse des pages manuscrites, patientes, où l'on entend le bruit du pont, où l'on sent la corde, où l'on voit la peur. C'est une rareté. Une voix par en bas, comme disent les historiens, pas celle d'un amiral, pas celle d'un marchand riche, mais celle d'un homme qui a porté des charges, qui a pompé, qui a obéi, qui a souffert, et qui a parfois frappé. Pourquoi écrire? Parce que l'écriture, pour lui, devient une autre forme de navigation. On trace une route, on évite des récifs, on choisit ce qu'on montre et ce qu'on laisse dans le brouillard. On donne des caps, on explique les dérives. On transforme des gestes en épisodes, des épisodes en leçons, des leçons en identité. Il y a, dans cette mise en récit, une tension constante. Coxer se présente souvent comme emporté par les événements, capturé, vendu, déplacé, enrôlé, contraint, et pourtant il ne peut pas effacer les moments où il a choisi, où il a accepté, où il a profité, où il a pris sa part. C'est là que son autobiographie devient plus qu'un simple récit d'aventure, elle devient un document sur la manière dont un homme ordinaire tente de rendre sa vie tenable devant les autres et devant lui-même. La société anglaise de la fin du XVIIe siècle est obsédée par l'ordre, mais elle vit de désordre. Elle veut des marins disciplinés, mais elle les presse de force quand il en manque. Elle condamne la piraterie, mais elle encourage la course quand cela sert la guerre. Elle prêche la morale, mais elle tolère les fortunes rapides tant qu'elles se traduisent en taxes, en investissements, en maisons, construites près des quais. Dans ce monde-là, un homme comme Coxer peut espérer se glisser entre les catégories, ni héros ni criminel officiel. Un survivant, un travailleur, un homme qui a vu des choses. Et puis, il y a la religion qui n'est jamais loin dans l'Angleterre de cette époque. Pas forcément une foi douce, une foi qui juge, une foi qui exige des comptes. Coxer, comme beaucoup de marins, vit avec l'idée que la mer est un lieu où Dieu se manifeste par la tempête, par le calme plat, par la mort soudaine. On prie quand le vent hurle, on jure quand le vent tombe. On promet des amendements quand on croit couler, et quand on survit, on oublie parfois, puis on se souvient, puis on écrit. L'écriture devient alors une sorte de confession sans prêtre, une confession qui ne dit pas tout, bien sûr, une confession qui arrange, mais une confession quand même, parce qu'elle admet, entre les lignes, que la mer a fait de lui plusieurs hommes, le jeune marin qui apprend la manœuvre, le captif qui apprend l'humiliation, le marin revenu qui apprend la dureté, le preneur qui apprend l'efficacité, et enfin l'homme qui veut redevenir présentable. La présentabilité, justement, passe par des détails concrets. On ne devient pas respectable en déclarant qu'on l'est. On le devient en s'installant, en ayant une adresse, en appartenant à une communauté, en payant peut-être des dettes anciennes, en évitant les compagnies trop bruyantes, en ne se montrant pas trop souvent dans les tavernes où l'on recrute pour des coups douteux, en choisissant des voyages moins risqués, même s'ils rapportent moins.
en acceptant l'idée que la richesse ne viendra pas d'un seul abordage, mais d'une accumulation lente, ce qui, pour un marin habitué aux rafales de fortune, est presque contre nature. Et pourtant, la mer continue de murmurer. Elle murmure par les récits des autres. Un tel est revenu avec une cargaison prise sur un ennemi. Un tel a fait fortune en une saison. Un tel a acheté une maison. Elle murmure par les affiches, par les annonces, par les capitaines qui cherchent des hommes. Elle murmure par la misère, aussi, quand l'hiver est dur, quand le travail manque, quand les prix montent, quand la bière est mauvaise et le pain rare. La tentation n'est pas seulement l'or, c'est la peur de retomber, la peur de redevenir proie. Coxer sait ce que c'est que de tomber. Il sait ce que c'est que d'être réduit à une valeur de travail, à un corps qu'on échange. Cette mémoire-là ne s'efface pas. Elle peut rendre prudent. Elle peut aussi rendre dangereux, parce qu'un homme qui a été enchaîné peut se dire qu'il ne se laissera plus jamais enchaîner et qu'il fera tout pour l'éviter. Tout, même ce qu'il condamne chez les autres. Alors, dans ces pages, on sent une stratégie. Il insiste sur la contrainte, sur la nécessité, sur la pression des circonstances. Il montre la mer comme une force qui pousse les hommes dans des couloirs étroits. Et c'est vrai, les contrats, les dettes, les presse-gangs, les guerres, les tempêtes, les maladies, tout cela réduit la liberté. Mais il y a aussi dans les interstices des choix, des moments où l'on peut dire non, des moments où l'on peut quitter un équipage, des moments où l'on peut refuser une prise trop douteuse. Ces moments existent, mais ils coûtent du pain, ils coûtent une place, ils coûtent parfois la protection d'un capitaine. Et Coxer, comme beaucoup, a souvent payé le prix inverse. Il a payé en morale pour économiser en survie. Ce qui frappe quand on le suit vers la fin, c'est qu'il ne cherche pas à se peindre en saint, il cherche à se peindre en homme. Un homme qui a été ballotté, oui, mais qui a aussi appris à tenir la barre quand il le pouvait. Un homme qui a vu la violence systémique, celle des corsaires, celle des États, celle des capitaines, et qui a parfois utilisé cette violence à son profit. Un homme qui veut, malgré tout, que sa vie puisse être racontée sans qu'on détourne les yeux. Et c'est là que l'autobiographie devient une dernière manœuvre. Une manœuvre de marin, au fond. On ajuste la voile pour ne pas casser le mât. On prend un risque en le vent forci. On change de cap pour éviter un banc. On ne nie pas la tempête, on la traverse en limitant les dégâts. Coxer fait pareil avec sa mémoire. Il prend des ris dans ses aveux, il change de cap dans ses justifications, il évite certains récifs. Mais il laisse assez de vérité pour que le récit tienne, pour qu'il sente le sel et la sueur, pour qu'on comprenne que ce n'est pas une fable. Il y a aussi dans cette fin de parcours une dimension presque administrative. Mourir au XVIIe siècle, ce n'est pas seulement cesser de respirer, c'est laisser derrière soi un ordre ou un désordre, des dettes ou des biens, des enfants ou des promesses, une réputation ou une rumeur. Coxer, en écrivant, tente de laisser un ordre. Il tente de transformer une vie de rupture en une ligne continue, de faire croire, ou de croire lui-même, qu'il y avait un fil, une cohérence, une intention. La mer, elle, n'a pas de cohérence morale. Elle a des courants, elle a des vents, elle a des saisons. Elle a des routes commerciales qui se déplacent avec la guerre et la paix. Elle a des ports qui prospèrent et qui déclinent. Elle a des hommes qui disparaissent sans trace. Et au milieu, un marin qui écrit, c'est comme une bouteille jetée à l'eau, mais une bouteille qui ne flotte pas vers l'inconnu. Elle flotte vers la terre, vers les lecteurs, vers les juges invisibles. Quand Coxer meurt en 1694, il ne laisse pas derrière lui un empire, ni une flotte, ni un nom gravé sur un monument. Il laisse quelque chose de plus rare et peut-être de plus dérangeant. La texture d'une vie maritime au XVIIe siècle vue de l'intérieur, la faim qui rend irritable, la discipline qui ressemble à une prison, la peur qui ne s'avoue pas, la violence qui se justifie, les frontières floues entre commerce, guerre et rapine, et cette capacité profondément humaine à se raconter comme victime tout en sachant quelque part qu'on a aussi été acteur, parce que c'est peut-être ça, la dernière leçon de son journal de bord intérieur. La mer promet la liberté, oui. L'horizon est une ligne qui attire, une ligne qui dit « ailleurs ». Mais la mer ramène toujours à la contrainte, au cordage qui brûle les mains, aux contrats qui vous lignent, aux dettes qui vous poursuivent, aux serments qu'on prononce trop vite, aux chaînes, parfois visibles, parfois invisibles, et à cette autre chaîne, plus fine, plus tenace, celle du récit qu'on doit fabriquer pour pouvoir continuer à vivre parmi les autres. Coxer a passé sa vie à passer d'un rôle à l'autre, comme on passe d'un bord à l'autre d'un navire qui gîte, marin, captif, survivant, preneur, puis homme qui veut rentrer dans le rang. Et quand il n'a plus la force de tenir le pont, il tient la plume. Il tient la phrase comme on tient une écoute dans un grain. Il serre, il relâche, il ajuste.
Il cherche le bon angle pour que la toile ne se déchire pas, et dans ce geste-là, il y a quelque chose de profondément maritime. On ne contrôle pas la mer, on négocie avec elle. On ne contrôle pas non plus sa propre histoire, pas complètement. On négocie, on choisit ce qu'on avoue, on choisit ce qu'on tait. On choisit les mots qui transforment un acte en nécessité, une faute en accident, une prédation en service. On choisit enfin une manière de se tenir debout devant la mémoire. La mer, elle, continue. Elle n'a pas besoin de son nom. Elle n'a pas besoin de ses justifications. Elle garde seulement ce qu'elle garde toujours, le bruit du vent dans la toile, le goût du sel sur les lèvres et la vérité brute que, sur un pont qui tangue, la distance entre l'homme qui subit et l'homme qui prend peut se réduire à un seul pas. Un pas de côté, un pas en avant. Un pas qu'on racontera ensuite autrement.